problème d'électricité. Il n'y avait plus d'électricité sur le campus la semaine dernière. On n'a pas pu arriver exactement au point où nous étions arrivés avec vous la semaine précédente. Donc ça va être très rapide, hein, c'est juste une page, mais je reviens un peu en arrière pour eux aussi, puisqu'ils n'ont pas eu cette partie du cours. Pour vous, ça sera une forme de révision, et ensuite on continue le cours. Donc on en était dans les périodes du droit romain, on va terminer cette introduction, et on avait entamé avec vous, on avait presque fini la période du droit classique. Alors je reviens, ça fait pas de mal, hein, je reviens un peu sur ce que c'est. Donc cette période qui va de moins 150 à 284 de notre ère. Et c'est à cette époque que le droit romain se perfectionne véritablement. C'est aussi, pour simplifier, l'âge d'or de Rome, la République puis l'Empire. Et c'est une période où les Romains entrent en contact intense avec d'autres civilisations, notamment grecques, orientales, carthaginoises. Et ces civilisations vont aussi influencer leurs droits, ils vont adapter, transformer leurs droits. Donc tout ça, on en avait déjà un peu parlé. Surtout, d'un point de vue juridique, on passe à une nouvelle type de procédure. Vous vous souvenez des actions de la loi qu'on avait longuement présentées, cette procédure en deux parties. On passe désormais à la procédure formulaire. Vous l'avez au tableau, la procédure formulaire, qui est instituée en moins 135 par la loi Aebusia. Alors, qu'est-ce qu'elle change, cette procédure formulaire? Elle ne remet pas en cause la division du procès civil en deux phases. Donc, on a toujours deux phases, ça ne change pas. Dans la première phase, c'est un magistrat, au sens quelqu'un investi d'une magistrature, d'une fonction publique, un magistrat qui s'occupe de la première phase, et plus précisément, c'est le préteur. Le préteur, nouveau magistrat, apparu quelques décennies auparavant. Et pour simplifier, ce magistrat, il est chargé d'administrer le droit. On va le présenter comme ça, chargé d'administrer le droit, la justice. Donc il y a plusieurs changements. Déjà, les parties au procès peuvent ne pas être des citoyens romains. Vous vous souvenez, les actions de la loi, c'est réservé aux citoyens. Donc ici, les parties au procès peuvent être ce qu'on appelle des pérégrins, des non-romains, en fait, quel que soit leur statut. Ça peut être aussi un pérégrin et un romain, ça peut être aussi deux romains, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc on ne distingue plus en fonction de la citoyenneté. Là aussi, on abandonne l'aspect rituel, avec les paroles, les gestes, tout ça qu'il faut faire de façon précise. Et on peut se contenter d'un simple écrit remis par les parties. Donc on abandonne l'aspect rituel, les paroles, les gestes. On peut se contenter d'un simple écrit. La conséquence, c'est que les parties peuvent aussi se faire représenter dès cette première phase. Ils n'ont pas besoin d'être physiquement présents. Ils peuvent se faire représenter. Donc le demandeur rédige une citation au défendeur. Le demandeur rédige une citation au défendeur, dans laquelle sont exposés les motifs de son action. Et il se peut que ça s'arrête là, puisque le défendeur pourra, dans cette première phase, reconnaître le bien fondé de la demande. Et donc là, cette première phase ignorée, dans ce cas, prendra son terme. Le défendeur reconnaît les droits du demandeur, c'est terminé. En revanche, il y a un grand changement si le contentieux persiste entre les parties. Donc le défendeur ne reconnaît pas les prétentions du demandeur, le contentieux persiste. Alors dans ce cas, le magistrat, donc le préteur, j'aurais écrit, c'est important, le préteur, va rédiger ce qu'on appelle une formule. Donc un texte dans lequel il va inscrire le nom du juge qui traitera de l'affaire dans la deuxième phase. Donc il précise, vous serez jugé par un tel, donc le juge, toujours un citoyen romain. Il va aussi préciser dans cette formule les questions que le magistrat devra, donc le juge ici, questions que le juge devra éclaircir durant le procès. Il va aussi rédiger donc ce qu'on appelle la condemnatio.
l'ordre de condamner ou d'absoudre. Condamner ou absoudre, selon que la preuve des faits ait été établie ou non. Et surtout, là aussi, grande nouveauté, il va rédiger la liste des exceptions. Il va rédiger la liste des exceptions que le défendeur pourra opposer au demandeur. Donc, liste des exceptions que le défendeur pourra opposer au demandeur et qui annuleront alors la condamnation si le défendeur parvient à prouver ces exceptions. Donc en gros, un des moyens de défense que le défendeur pourra, les exceptions que le défendeur pourra opposer au demandeur, si effectivement ces exceptions sont valides, s'il parvient à les prouver, dans ce cas, il ne sera pas condamné. Donc une fois que cette formule est rédigée, elle a un effet extinctif. Alors, on demande en quoi consistent ces exceptions, j'en parlerai plus tard quand on verra concrètement, notamment le droit des contrats, ce qu'est une exception en contrat. Pour l'instant, retenez juste que ces exceptions permettent d'échapper à l'obligation ou à la condamnation. On développera ça bien sûr dans le cours. Alors cette formule, elle a un effet extinctif une fois qu'elle est rédigée. Le rôle du prêteur est terminé et on arrive dans la deuxième phase du procès. Là aussi, ça ne change pas, toujours en deux phases. La phase in judicio. Donc ici, là aussi, c'est un juge unique, un citoyen, c'est pas un professionnel du droit qui va trancher. Mais ce juge, il va être très lié par la formule du prêteur. En gros, la formule, le prêteur lui donne le mode d'emploi, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit vérifier, comment il doit condamner, etc. Il n'a plus qu'à suivre les directives. Autre nouveauté, désormais, dans les affaires civiles en tout cas, il est possible de faire appel de la décision du juge. Mais uniquement si les formes prévues par la loi n'ont pas été respectées. Les règles de procédure et de droit strict qui n'auraient pas été respectées par le juge. Bon, on ne développera pas ici cet aspect, mais notez juste que désormais c'est une garantie supplémentaire, il y a des possibilités de faire appel. C'est une sorte de cassation en fait, sur la forme, on attaque là sur le droit formel. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, de cette transformation de la procédure, va naître une nouvelle source du droit à Rome, le droit prétorien, c'est-à-dire le droit créé par le prêteur durant ses fonctions. Puisque à chaque fois qu'il entre en fonction, les prêteurs sont élus, et puis ils exercent leur fonction une année, puis on change. Donc à chaque fois qu'ils entrent en fonction, les prêteurs vont publier une déclaration de principe sous la forme d'un édit, donc un texte, dans laquelle ils précisent leur politique judiciaire, leur politique juridique. Donc par exemple, il va promettre cette année de défendre de nouvelles actions en justice, de reconnaître de nouveaux droits. Donc il fait évoluer en permanence le droit romain, ce prêteur. À chaque fois qu'un nouveau prêteur entre en fonction, il va avoir un programme, en fait, une sorte de programme judiciaire. Il dit, bon, cette année, par exemple, tel type de population ne peut pas avoir tel droit, je lui donnerai le droit d'exercer une action, etc. Je reconnaîtrai telle ou telle action, telle ou telle procédure. Bref, il a un programme judiciaire, il le met en œuvre, et souvent il conserve, systématiquement, il conserve tout ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Donc, à chaque prêteur, on a de nouveaux droits qui apparaissent et de nouvelles actions. La conséquence, c'est que à partir de ce droit prétorien, le droit romain va devenir très souple, très évolutif. Et il va s'adapter de très près aux évolutions et aux besoins de la société romaine. C'est plus ces lois des 12 tables, ces 12 tables de marbre qui sont archaïques déjà, qui ne correspondent plus à la société romaine de l'époque. Là, on a un droit qui est tout le temps en mouvement et qui s'adapte aux nouvelles problématiques. Vous noterez, vous l'avez peut-être déjà entendu cette expression, aujourd'hui, pour parler de la jurisprudence, au sens actuel, la décision des tribunaux, on parle parfois de droit prétorien. On dit aussi que le droit administratif, c'est un droit d'origine prétorienne. C'est le juge qui l'a créé. Alors c'est une référence un peu fausse au préteur romain, c'est pas un magistrat du même genre, mais en tout cas, voilà l'origine.
Alors, on s'était à peu près arrêté là avec vous, donc je continue. En 131, ce droit prétorien va cesser d'évoluer. Alors pourquoi? Parce que l'empereur Adrien va demander à un de ses jurisconsultes, qui s'appelle Julien, de publier un édit perpétuel. L'édit perpétuel du préteur, c'est-à-dire de compiler tous les édits précédemment rendus par les préteurs, pas depuis l'origine, bien sûr, mais faire une compilation des édits des préteurs, et à partir de là, on arrête. Le préteur cesse de créer du droit, le droit prétorien va donc se figer, il sera contenu dans cet édit perpétuel. Alors, en général, quand le droit se fige, c'est mauvais signe. Effectivement, là, on rentre dans une période, commence à rentrer dans une période de difficulté pour l'Empire, à tous les niveaux, politiques, économiques, et l'empereur veut prendre le contrôle du droit. Il ne veut plus laisser le droit être éclaté en plusieurs sources, notamment le préteur. Et donc cet édit perpétuel, c'est un peu on fige le droit, et désormais c'est l'empereur qui décide, voilà, le droit prétorien c'est ça. Il n'y a plus rien de nouveau. Néanmoins, cette période de droit classique, moins 150-284, c'est la période la plus riche en fait du droit romain, notamment au niveau des sources du droit, puisque vous allez voir, il y a de très nombreuses sources. On a d'abord la jurisprudence. Alors c'est la connaissance du droit, la science du droit, c'est pas au sens où on entend aujourd'hui. Le mot a changé de sens. La jurisprudence à l'époque et jusqu'au 19e siècle, en gros, ça veut dire la science du droit. Ça veut dire la science du droit, c'est quand vous voyez le mot jurisprudence à l'époque moderne, ça a toujours le même sens, c'est-à-dire les écrits de ceux qui réfléchissent au droit, les écrits des jurisconsultes. En gros, ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine. Or, à l'époque classique, la doctrine romaine, on ne va pas l'aborder là dans ce cours, mais la doctrine romaine, c'est à cette époque que les Romains ont leur plus grand jurisconsulte, leur plus grand savant du droit, et cette doctrine, elle est une source du droit. Ce qu'écrivent ces gens-là, à force de loi, en fait, c'est du droit en tout cas. C'est du droit, on l'applique dans les tribunaux, on le reconnaît. Donc bien sûr, pour nous, ça nous paraît complètement impossible. C'est comme si un professeur de droit devenait une source du droit. C'est pas possible. Mais à l'époque, bien sûr, il n'y a aucun problème. Alors, on va juste citer ici, à titre d'illustration, un auteur célèbre qu'on reverra en fait dans ce cours de temps en temps. Retenez-le juste, Gaius, qui écrit au IIe siècle de notre ère. Il va écrire une sorte de premier manuel de droit des instituts. Et c'est un texte qui aura une immense influence sur la suite de l'histoire de la pensée juridique jusqu'au Code civil de 1804. On se servira de certaines de ces passages, de sa logique, etc. Un texte très très important, mais il y en a d'autres, il y a d'autres auteurs aussi. On va pas les développer plus avant dans ce cours. On a aussi d'autres sources du droit à cette époque classique. C'est l'âge d'or des sources du droit, il y en a de partout. On a les coutumes, alors de moins en moins. Il reste quelques coutumes, un peu de droit coutumier, mais de moins en moins. Puisque le droit romain est quand même un droit très technique, on va le voir rapidement. On a des lois, alors les lois des assemblées très peu, on l'avait déjà dit, le peuple du droit n'est pas le peuple de la loi, les Romains légifèrent peu, mais il en reste encore quelques-unes, il y en a quelques-unes importantes. Surtout, vont se développer les constitutions impériales, donc sous l'Empire, à partir de moins 27, début de l'Empire, l'empereur va légiférer, en fait. Les constitutions impériales, ce sont des lois promulguées directement par l'empereur. Donc ce ne sont pas les lois des assemblées, du Sénat, des comices, etc. C'est les lois de l'empereur. Et ça, par contre, il y en a beaucoup. Et l'empereur va de plus en plus légiférer, surtout, jusqu'à devenir la source unique du droit. Et enfin, on a aussi les senatus, consultes, qui sont là aussi des textes émanant du Sénat. Bon, retenez de toute cette période la procédure formulaire, c'est important, on change de procédure. Et le foisonnement de la science du droit, des sources du droit, c'est vraiment une époque très très riche dans la création juridique. Puis on arrive enfin à notre dernière période, et on aura fini cet exposé de l'histoire romaine, la période du droit post-classique.
période du droit post-classique, de 284 à 565. 565, c'est la mort de l'empereur Justinien. Alors, le contexte, on l'a déjà présenté, je rappelle en 2 phrases. C'est un contexte de décadence, de déclin général de l'Empire romain. Décadence militaire, crise économique, crise politique, en particulier au IIIe et IVe siècle. Et le pouvoir ainsi que le droit va se concentrer entre les mains de l'empereur. On parle du dominat, dominus, l'empereur est le maître, désormais c'est plus le premier des citoyens, c'est le maître. Et donc il peut décider de tout. La source majeure, désormais, ce sont les constitutions impériales, qu'on appelle aussi les leges, les lois. Constitution impériale qu'on appelle de plus en plus souvent les leges, les lois de l'empereur. Au niveau de la procédure, là aussi on change de système procédural en passant à ce qu'on appelait la procédure extraordinaire. Procédure extraordinaire. Donc là, c'est une procédure qui nous parle beaucoup plus, qui ressemble un peu à la nôtre. La justice devient une véritable justice d'État. C'est plus un citoyen, un magistrat et un citoyen qui vont juger. Là, c'est l'État. La justice est une justice d'État. Les juges, ce sont des fonctionnaires publics, des fonctionnaires de l'Empire. Les professionnels, ils font que ça, c'est leur métier. Fonctionnaires impériaux, ils ont été formés au droit dans les écoles de droit impérial. Les écoles aussi sont désormais des écoles officielles. On apprend le droit de l'État, formés dans les écoles de droit impérial. Et le procès est ramené à une seule phase. Donc le juge convoque les parties. Ces dernières peuvent être représentées. Il peut les interroger directement à ces parties. Il peut ordonner une enquête. Des faits nouveaux peuvent être invoqués à tout moment de l'instance. Et enfin, le jugement qui est rendu sera conservé au greffe de la juridiction. Conservé au greffe de la juridiction. Et la décision sera exécutée avec le concours de la force publique, si c'est nécessaire. Alors, en 2 mots, les petites affaires, les affaires de moindre importance, sont portées devant un magistrat municipal. Les petites affaires sont portées devant un magistrat municipal avec possibilité d'appel devant le gouverneur de la province. Ce gouverneur, il va aussi parfois juger directement les affaires les plus importantes. Il prend en charge les affaires les plus importantes et les appelle, les petites affaires. Et dans les affaires les plus graves, on peut faire appel à l'empereur, à ses bureaux en réalité. On peut remonter jusqu'à l'administration impériale. Et exceptionnellement, l'empereur peut être directement saisi. Évidemment pour des affaires très importantes, c'est pas pour des affaires communes. L'empereur peut être saisi, ou il peut se saisir lui-même, et il rendra alors un décret qui souvent va créer une nouvelle règle de droit. Le but souvent c'est de préciser une loi ou un flou juridique ou une interprétation. L'empereur rendra un décret qui sera souvent soit qui viendra préciser quelque chose ou qui rajoutera une règle de droit. Bon, le plus important, et on a bientôt fini, c'est que sous cette période, donc bon, on change de procédure, on change évidemment de logique. Sous cette période, surtout, alors que l'Empire romain d'Occident s'est effondré, je rappelle, 476, il n'y a plus d'Empire romain en Occident,
Rome a chuté. Par contre, à Constantinople, l'Empire romain perdure. Et un empereur, Justinien, qui arrive sur le trône en 527. Justinien va entamer une sorte de politique de reconquête du pouvoir de Rome. Il veut renouer avec la gloire de l'Empire romain d'autrefois. Et alors militairement, il arrive effectivement, il récupère une grande partie de l'Italie, il récupère plusieurs territoires perdus par les Romains, enfin, perdus par l'Empire, mais surtout, il va effectuer un immense travail de compilation du droit romain, compilation de droit romain, puisque dans son esprit, et dans l'esprit des Romains, le droit c'est vraiment le génie. On l'a dit, le génie juridique, c'est un génie propre à Rome, c'est peut-être une des plus belles créations romaines, même si c'est abstrait. Donc pour lui, retrouver l'esprit romain, c'est aussi compiler et récupérer tout ce droit qui s'est déployé depuis des siècles et qu'on a en partie perdu, puisque c'est quand même, il y a beaucoup de manuscrits, etc., qui sont difficiles à trouver. Donc, on va simplifier, on ne va pas parler du processus, etc. Notez juste qu'avant Justinien, il y avait eu des tentatives de compilation du droit romain. Soit des tentatives souvent privées, ce sont des juristes qui faisaient ça eux-mêmes pour leur usage personnel. Tentatives de compilation privée, par exemple le Code grégorien, en 292. On aura une tentative publique, le Code théodosien, en 438. Donc, pardon, avec une majuscule. Donc, quelques compilations privées, il y en a d'autres, le Code hermogénien, etc. Bon, peu importe. L'idée, c'est que ces compilations sont toujours très incomplètes. Elles traitent parfois que de quelques aspects du droit, ou on récupère que quelques constitutions impériales, on s'arrête assez tôt dans l'histoire. Bon, Justinien, il a fait un travail d'une autre ampleur. Et 4 grands recueils de droit romain vont voir le jour sous son règne. Donc, je vous donne les titres et les dates. Donc on a les instituts, en 533. Les instituts, donc là ils sont inspirés de l'ouvrage de Gaius, on l'a dit, c'est un manuel de droit. Et là aussi c'est un manuel destiné aux étudiants en droit, dans cet empire romain d'Orient. Les instituts, et là il a puisé, évidemment, dans tout ce qui a pu être écrit avant lui. Ce sont des compilations, il prend le meilleur, évidemment, de chaque auteur, de chaque période. On a ensuite le digeste, qu'on appelle aussi les pandectes en grec. Ça, c'est le livre majeur, en fait, des compilations de Justinien, le digeste, c'est le plus important. C'est un recueil, une compilation d'extraits des œuvres des jurisconsultes. C'est de la jurisprudence pure et dure, c'est de la doctrine. Et on remonte jusqu'aux très anciens jurisconsultes, les vétérès, jusqu'au tout dernier. Compilation de toutes de leurs œuvres, de leurs réflexions. Donc c'est le cœur de la science juridique romaine, c'est le digeste. C'est ce texte qui nous en apprend le plus. Ensuite, on a le code, ou le codex, le code de Justinien. Je vous dis ensuite, en fait il est publié avant, mais peu importe. Le codex. Qu'est-ce que c'est le codex? Ce sont les compilations impériales, les constitutions impériales, pardon, je commence à fatiguer, les constitutions impériales promulguées depuis l'empereur Adrien. Adrien, c'est la première partie du IIe siècle. Donc c'est un volume qui renferme toutes les constitutions impériales promulguées depuis Adrien jusqu'à Justinien. Donc on aura une deuxième édition en 534, ça c'est un détail. Et enfin, on a les novelles. Alors c'est pas les nouvelles, c'est les novelles, mais c'est la même idée, c'est en fait toutes les constitutions que Justinien va promulguer durant son règne, donc jusqu'en 565. Donc là c'est l'œuvre propre à Justinien. Et il faut quand même noter que
presque tout, enfin on va dire l'essentiel de ce qu'on sait du droit romain aujourd'hui, on le trouve dans ces textes, en particulier dans le Digeste. Parce que les œuvres, notamment les plus anciennes, elles sont perdues, elles ont disparu. Donc en fait, Justinien a fait un travail immense pour l'histoire, puisqu'il a permis de conserver des textes qui ont depuis longtemps en fait disparu. Déjà à son époque, était difficile à trouver, certains avaient aussi déjà disparu. Donc imaginez, pour nous, effectivement, si on n'avait pas eu ces compilations, le droit romain, on n'en saurait pas grand-chose. Alors, dernier point, ces 4 recueils vont être redécouverts, oui. Ils seront redécouverts au Moyen-Âge, en Occident. On les redécouvre à la fin du XIe siècle en Italie, à Bologne. Et avec ces 4 grands textes, on redécouvre la complexité du droit romain. Qu'on va étudier d'abord, presque textuellement, et ensuite qu'on va transformer, on va adapter toutes ces règles, on va les améliorer, parce que le droit romain n'est pas parfait, loin de là. On va les étudier, on va les améliorer, on va les adapter aux besoins de la société médiévale, dans les universités, et on continuera à s'en servir à l'époque moderne. Et j'ai envie de dire jusqu'à nos codes contemporains. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de principes du droit romain qui sont toujours présents dans notre droit positif. Bon voilà, c'est très très résumé, hein, il faut qu'on aille vite. Alors j'ai une question, mais j'y répondrai plus tard. Tout simplement, ces quatre textes, ils sont restés très longtemps dans l'Empire romain d'Orient. On me demande pourquoi est-ce qu'on ne les a pas utilisés. Et de toute façon, dans l'Occident, qui avait chuté, à l'époque franque, où les rois francs, les rois barbares étaient au pouvoir, et même au début de l'époque féodale, personne n'était capable de comprendre ce droit romain, qui était fait pour une civilisation avancée, finalement, très complexe, avec des rapports économiques, sociaux très compliqués. On les redécouvre, en fait, à la fin du XIe siècle, parce que justement, c'est une période où la société médiévale repart, en fait. Le commerce repart, on a un début d'urbanisation aussi, la société devient, bref, plus complexe, plus stable aussi, donc on a besoin d'un droit plus sophistiqué. On le retrouve chez les Romains. Donc effectivement, pendant plusieurs siècles, en Occident, en tout cas, ce droit disparaît. On n'a plus connaissance. Je résume, mais c'est à peu près comme ça que ça se passe. Et on en retrouve l'utilité, donc on le redécouvre et on le réétudie à partir de la fin du XIe, début du XIIe siècle. Voilà pour cet aspect historique. On y a passé un peu de temps, mais je pense que c'est important. Alors, un premier chapitre introductif. Donc j'ai fait une introduction et je fais un chapitre introductif. Là, c'est plus sous la forme d'un chapitre. La notion d'obligation, puisque c'est un peu notre sujet, droit romain des obligations. Alors je sais que vous avez un excellent professeur qui, évidemment, je pense, vous a présenté déjà cette notion et qui est sans doute bien mieux que moi, notamment évidemment pour ce qui concerne le droit positif. Je vais juste revenir un petit peu sur la notion, voir comment les Romains, eux, la comprennent. Donc je vais partir de notre notion actuelle, voir ce qu'elle signifie à Rome, et ensuite on rentrera, je vous rassure, directement dans le vif du sujet. Alors section 1, la nature juridique de l'obligation. La nature juridique de l'obligation. Bon, je ne sais pas si c'est très lisible. En plus, pour des raisons de droit, hein, c'est des schémas que j'ai fait moi-même et je ne suis pas très doué en design. Alors, la nature juridique de l'obligation. Donc, qu'est-ce qu'une obligation? Alors, avant, j'ai fait ce pari depuis l'année dernière, avant de présenter les origines de la notion romaine, je veux juste la resituer un peu dans notre droit positif, ce qu'on entend, nous, par obligation juridique. Encore une fois, je vous dis, ce sont des généralités, c'est des grands traits, hein, j'ai aucune prétention à faire du droit positif. Donc, vous vous souvenez certainement de l'une des grandes divisions du droit français, du droit tout court d'ailleurs, qui consiste à distinguer le droit objectif et le droit subjectif ou les droits subjectifs. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Normalement, en introduction de droit, vous avez vu ce genre de choses. Donc, le droit objectif, c'est la règle de droit abstraite. Par exemple, je prends des exemples concrets, parce que même moi j'en ai besoin. L'article 1385-2 du Code civil, l'article 1385-2 du Code civil, ce qui n'est dû qu'à terme, je vous cite l'article, ce qui n'est dû qu'à terme
ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance. Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance. Tout simplement, votre loyer, par exemple, vous le payez le 28 de chaque mois, j'en sais rien. On ne peut pas exiger de vous de le payer le 27 ou le 26. Non, vous payez le 26, vous payez le 28, vous devez le régler le 28. On ne peut pas vous exiger de le régler avant. Bon, là, c'est la règle de droit objectif. Les droits subjectifs, pour simplifier, c'est l'application de la règle de droit abstraite à un cas concret. Ce sont donc les prérogatives et les devoirs des sujets de droit. Donc si on reprend ici l'exemple du même article, 1385-2, on vous réclame votre loyer avant la date, avant l'échéance. Vous dites non, je vous paierai uniquement à terme. Je refuse de vous payer avant l'échéance parce que j'ai le droit de vous le refuser. C'est votre droit subjectif. Bon, on continue sur ce schéma. Parmi les droits subjectifs, vous savez, il existe des droits qui ne présentent pas de valeur pécuniaire. Des droits qui ne présentent pas de valeur pécuniaire, qui sont étrangers en fait à la vie des affaires, qui ne peuvent pas être monnayés, échangés, vendus, achetés. Ce sont des droits qu'on appelle extra-patrimoniaux. Ils sont en dehors de ce patrimoine. Donc les droits de famille, les droits de l'individu sur son nom, etc. Bon, là encore, je simplifie, je ne vais pas trop dans les détails parce que je sortirai de mon champ de compétences. A l'inverse, on a tous les autres droits qui peuvent représenter une valeur pécuniaire. Les droits patrimoniaux. Et l'obligation est un droit subjectif patrimonial. Et on peut donc la définir ainsi, en tout cas pour donner une définition générique en droit positif. L'obligation, c'est un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l'une des parties, le créancier, donc le créancier peut contraindre l'autre, le débiteur, à exécuter une prestation, peut-être de donner, faire ou même ne pas faire quelque chose. Ça peut être une prestation négative, s'abstenir de quelque chose. Donc c'est aussi ce lien de droit par lequel un débiteur, on va se mettre du côté du débiteur, est astreint à effectuer au profit d'un créancier une prestation et en cas d'inexécution de cette prestation, quelle qu'en soit sa forme, quand on dit faire, donner, pas faire, etc., le débiteur devra répondre pécuniairement sur son patrimoine. Bon, on va voir ça en détail, surtout à partir du droit romain. On va voir que ça correspond à notre notion actuelle. Section 2, on va peut-être faire la pause, on va faire 10 minutes de pause, si vous voulez. Donc pareil, je reprendrai, là on fait vraiment 10 minutes, histoire que je puisse reprendre aussi en visio. Donc section 2 d'abord, et ensuite on fait la pause. Section 2, les composantes de l'obligation. Les composantes de l'obligation. Bon, on fait 5 minutes de pause, on se retrouve donc à 14h35. Le titre, c'était la nature juridique de l'obligation, section 1. La nature juridique de l'obligation. Allez, 3 mots donc sur les composantes de l'obligation. Alors là, on va partir de ce que nous dit Justinien. On va partir de la définition de Justinien parce qu'on va voir qu'en fait elle est
très très similaire à la nôtre. Justinien, dans ses instituts, donc ce manuel, ce super manuel pour les étudiants en droit, dans ses instituts, Justinien nous dit, alors juste un détail, je dis Justinien, c'est pas lui qui a écrit tout ça, évidemment ce sont des juristes, des experts, lui il a fait que superviser et ordonner la compilation, il était lui-même versé en droit, mais c'était pas un juriste. Attendez. Voilà. Donc Justinien nous dit, dans ses instituts, l'obligation est un lien de droit. L'obligation est un lien de droit par lequel nous sommes astreints, donc obligés. L'obligation est un lien de droit par lequel nous sommes astreints à la nécessité de payer quelque chose selon le droit de notre cité. Alors on voit, si on compare aux définitions qu'on a données juste avant, on est quand même proche de notre définition actuelle de l'obligation, dans l'esprit. Le problème, c'est que la définition ici de Justinien, elle ne traite que de l'hypothèse du paiement. On prend l'hypothèse la plus courante, mais ça peut être autre chose. Le paiement, c'est qu'une des prestations envisageables, c'est souvent la plus courante, mais c'est pas la seule. Donc là, il ne parle que de la nécessité de payer, donc c'est un peu réducteur. Et il laisse aussi totalement de côté le créancier. On ne parle pas du créancier, on parle bien du débiteur, celui qui doit faire quelque chose. On ne parle pas du créancier, celui qui est bénéficiaire de l'obligation. Mais dans cette définition, on a quand même les trois éléments essentiels pour former une obligation. C'est-à-dire des sujets de droit, des sujets qui sont liés par un lien de droit. Ensuite, un objet, un sujet, objet de l'obligation. Et enfin, une sanction en cas de non-respect de l'obligation. Alors là, je vais y aller très très vite. Paragraphe 1, 3 lignes, les sujets. On l'a déjà dit, c'est des choses normalement que vous savez déjà, que vous voyez en droit civil, cette année en particulier. Donc, l'obligation nécessite au moins 2 personnes, 2 sujets de droit. Donc cette obligation va lier au moins 2 personnes, ça peut être plus, 2 sujets de droit, l'un étant le débiteur et l'autre le créancier. Et donc le lien obligataire, ce lien d'obligation, le lien obligataire, sera au bénéfice du créancier. C'est lui qui recevra la prestation de la part du débiteur. Bon, tout ça, c'est des lapalissades, c'est des choses que vous connaissez, mais je préfère quand même les rappeler pour qu'ensuite, quand on voit le système romain, quand on rentrera dans le détail des contrats, etc., que tout ça soit bien clair pour vous aussi. Alors l'objet de l'obligation, c'est ce que le débiteur devra au créancier. C'est ce que doit le débiteur au créancier. Autrement dit, c'est sa dette, c'est la dette du débiteur. Ou, inversement, la créance du créancier, c'est la même chose. Alors cet objet peut prendre des formes très variées. Paiement d'une somme d'argent, très souvent. Paiement d'une somme d'argent, c'est ce que nous dit Justinien. Nécessité de payer quelque chose. Donc, paiement d'une somme d'argent, effectuer un service pour le créancier, pour son compte. Remise de quelque chose, d'un objet, ou d'un bien immobilier, peu importe, remise de quelque chose. Ou même, on l'a dit, s'abstenir de faire quelque chose. Et lorsque cette prestation est effectuée,
lien obligataire disparaît entre les deux individus. Lorsque cette prestation est effectuée, quel que soit ce qui était demandé, l'obligation n'a plus d'objet, ça y est, et donc le lien obligataire disparaît. Paragraphe 3, tout aussi bref, la sanction. Donc vous savez, l'obligation, elle a un caractère obligatoire, bon, le nom même nous donne un indice. L'obligation, elle est obligatoire, autrement dit, elle est sanctionnée par le droit. Le droit va contraindre le débiteur de s'acquitter de sa dette envers le créancier. Autrement dit, il va permettre au créancier de mettre en œuvre des voies d'exécution si le débiteur refuse d'effectuer son obligation. Donc les voies d'exécution, c'est de l'ordre de la procédure civile, vous en avez peut-être déjà parlé cette année. Ce sont toutes ces procédures qui permettent d'obtenir le concours de la force publique pour demander l'exécution forcée de l'obligation, dans le cas qui nous intéresse. Donc voilà, un rappel très très rapide de choses qu'en fait, je pense que vous maîtrisez déjà bien. Section 3, les sources de l'obligation. Alors là, on va voir notamment ce que nous disent les Romains, les sources de l'obligation. Alors, je remettrai le tableau tout à l'heure. Gaius, toujours lui, donc cet auteur des Instituts de Gaius, en 161, donc au IIe siècle, Gaius distingue deux catégories d'obligations. Et en fait, dans ce cours, on va voir les deux. Donc, les obligations qui naissent d'un contrat, d'une convention. Toute obligation naît soit d'un contrat, soit d'un délit, il nous dit. Donc, deux sources d'obligations, pour lui, deux types d'obligations qui naissent de sources différentes. Celles qui naissent d'un contrat et celles qui naissent d'un délit. Donc c'est très utile parce que ça nous permet de distinguer les obligations qui découlent d'un accord de volonté, une convention, un contrat. Donc elles sont nées d'un accord formulé, un accord de volonté. Et il y a aussi des obligations qui, elles, sont nées d'une situation de fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun accord de volonté. On se retrouve obligé envers quelqu'un en raison d'une situation de fait. Donc cette classification très basique, en fait, elle est quand même précieuse parce qu'elle est très pédagogique, elle nous permet de saisir l'essentiel. En gros, on comprendra qu'il y a des obligations, on s'oblige volontairement par contrat, on s'est engagé, en tout cas on a engagé sa volonté, et donc ça, on crée des liens d'obligation comme ça, ou alors les liens d'obligation se créent par des situations de fait. En 533, dans les instituts cette fois de Justinien, son manuel à lui pour les étudiants de son époque, on a une classification un peu plus précise. Donc il nous dit qu'on peut diviser les obligations en 4 espèces. Diviser les obligations en 4 espèces, celles qui sont issues d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit. Alors cette définition n'est pas parfaite non plus, notamment parce qu'en fait Justinien semble assimiler les contrats et les quasi-contrats. C'est pas vrai parce que les quasi-contrats naissent généralement de manière involontaire, les contrats c'est toujours des actes de volonté. Néanmoins, cette classification en 4 sources des obligations est restée longtemps ancrée dans notre droit positif. Et au XVIIIe siècle, un grand auteur qui s'appelait Robert-Joseph Potier, un grand juriste, va rajouter à cette classification-là, issue de Justinien, il va rajouter la loi comme source possible d'obligation. On rajoute la loi qui peut là aussi, dans certains cas, créer des obligations. Alors Potier, c'est un petit peu, on va pas en parler bien sûr dans ce cours, mais puisqu'on est dans les obligations, c'est celui qui a fondé le droit des obligations français,
il a fait à la fin du XVIIIe siècle et il sera repris en fait pour l'essentiel dans le Code civil. On va s'inspirer énormément de Pothier qui lui-même va s'inspirer du droit romain en la matière. Alors que dit notre droit positif, sous réserve encore une fois, donc dans l'article 1100 du Code civil, il dit que les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques, ou de l'autorité seule de la loi. Et l'article précise qu'elles peuvent aussi naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution, d'un devoir de conscience envers autrui. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. Ce qu'on appelle aussi, vous le savez peut-être, on appelle ce type d'obligation, comme on appelait en tout cas, je ne sais pas si c'est toujours le cas d'ailleurs, les obligations naturelles. Vous les avez vues ou pas du tout? Je ne sais pas du tout en fait où en est mon collègue dans son... On en a peut-être déjà sans doute parlé, donc les obligations naturelles. Alors, un mot là-dessus très très rapide, en fait, Rome connaît aussi les obligations naturelles. Et dans le digeste de Justinien, il est précisé que si un débiteur, par exemple, tient un engagement qu'il avait fait, même si on n'est pas dans le cadre d'une obligation sanctionnée par la loi, si un débiteur tient un engagement, alors sa prestation ne sera pas un paiement indu. Il ne pourra pas la réclamer en disant attention, je n'étais pas obligé en fait, j'ai payé mais je n'étais pas obligé, je veux le remboursement. Il ne peut pas. S'il s'est engagé moralement et qu'il va au bout de son engagement, on estime que l'obligation est valide. Il ne pourra pas demander poursuivre pour paiement indu, même si cet engagement n'était pas officiellement formulé, ne créait pas un lien d'obligation véritable. Donc pour les Romains, il y avait comme ça des dettes morales. Si vous êtes engagé à quelque chose, si vous par exemple vous apportiez de l'aide, c'est toujours plus ou moins le cas, à une personne de votre famille, vous vous engagez dans un lien d'obligation alors qu'on n'en avait aucune obligation, par exemple, légale. C'est une obligation morale et elle est valide. Bon, on ne va pas développer cette obligation morale, encore moins en droit positif, mais on n'en parlera pas davantage en droit romain. On va se concentrer sur les actes juridiques et les faits juridiques et la loi. C'est déjà pas mal. Alors, dernier mot, très rapide. Les Romains ont pu classer les obligations selon bien d'autres critères. Donc par exemple, on aura des classements par obligation civile et prétorienne, c'est même la classification préférée de Justinien. On a des obligations civiles, on a des obligations prétoriennes. On va les classer aussi selon leurs effets, selon leurs sanctions. Donc bref, là il n'y a pas de choix vraiment opéré, mais les classifications qui ont traversé le temps, jusqu'à nous aujourd'hui, on le voit avec l'article 1100 du Code civil, c'est celle de Gaius et celle de Justinien améliorée par Pothier, avec ses 4 sources d'obligations. Donc voilà, retenez vraiment ces deux classifications-là. C'est celles qu'on aura en droit romain et qui ont traversé les siècles. Section 4. L'évolution de la notion d'obligation à Rome. L'évolution de la notion d'obligation à Rome. Alors, jusqu'à présent, on a présenté l'obligation dans notre droit contemporain et aussi dans le droit justinien, avec un peu de Gaius. Le problème, c'est que le droit justinien, c'est une synthèse très tardive du droit romain. 6e siècle, Justinien, il écrit tout ça au 6e siècle. 6e siècle. Et donc, bien sûr, la notion d'obligation à Rome a pu évoluer de l'époque ancienne jusqu'à Justinien, c'est pas la même chose. Donc, on va voir les grandes étapes de cette notion d'obligation à Rome, sachant qu'il n'y a rien d'extrêmement certain, surtout sur les périodes les plus anciennes. Alors, paragraphe 1, l'obligation dans le droit archaïque. L'obligation dans le droit archaïque. Je vous rappelle, le droit archaïque, c'est la fondation de Rome jusqu'à environ moins 150. Donc, à l'origine, l'obligation, dans ces périodes les plus reculées, ce n'est pas
un lien de droit, mais c'est directement une menace physique. Une menace physique qui va peser sur le débiteur, qui va se retrouver là au sens propre, entre les mains de son créancier. Le terme obligaré, d'où dérive l'obligation, décrit très bien cette situation archaïque. Obligaré, ça veut dire attaché ou lié. Donc ça renvoie au fer qu'on met aux mains d'un quelqu'un qu'on tient sous son prisonnier, qu'on tient sous son pouvoir. En d'autres termes, le débiteur, dans cette époque archaïque, le débiteur dans cette époque ancienne, ce sera plus facile à dire, il s'engage sur son propre corps, et le créancier est en situation d'exercer une puissance sur la personne physique du débiteur, exercer une puissance sur la personne physique du débiteur si ce débiteur ne tient pas son engagement. Alors il y a un débat parmi les romanistes de savoir si on est dans une situation de droit ou dans une situation de fait avec cette obligation archaïque. Situation de fait, en gros, c'est il n'y a pas de droit et c'est le plus fort qui s'impose. Donc c'est un peu entre les deux, parce que bien sûr on n'est pas encore dans le droit civil évolué de la République ou de l'époque classique. On n'est pas encore dans une situation de droit civil abstrait, évolué, tel qu'on le trouvera plus tard à l'époque classique. Mais on n'est pas à proprement parler non plus dans une situation de pur fait, puisqu'il est socialement accepté que cette obligation confère au créancier un droit sur le corps, sur la personne physique de son débiteur, s'il ne peut pas tenir son engagement. Il peut le saisir physiquement, le réduire en esclavage, on verra. Donc cette situation, elle est socialement acceptée, et même si c'est cruel, ça reste une forme de droit, puisqu'elle est acceptée dans les mœurs, dans les pratiques en tout cas, de la société romaine archaïque. Alors ici, on va prendre l'exemple le plus célèbre de ces obligations pour l'illustrer. C'est un exemple célèbre, mais aussi très discuté. Donc moi je ne suis pas romaniste, et je vous avoue, je ne suis pas spécialiste de cette période de la Rome la plus archaïque, donc je ne prendrai pas part au débat, je vous présente juste ce qu'on sait. On parle ici du nexum. Donc l'institution du nexum. Alors les nexi, au pluriel, les nexi, ce sont les débiteurs qui se sont engagés par une cérémonie particulière per aes et libram, c'est-à-dire par l'airain et la balance, donc c'est une cérémonie spéciale, on la détaillera plus tard. Donc c'est très solennel et ils s'engagent à garantir leur dette, la dette qu'ils ont envers un créancier, sur leur propre corps, sur leur propre personne physique. Et cet acte très solennel, très encadré, avait pour objet de permettre l'emprunt. Vous pouviez emprunter des sommes d'argent, même élevées, en échange de cet acte particulier. Donc si à l'échéance, le créancier n'obtenait pas le remboursement de l'argent versé, s'il n'obtenait pas satisfaction, il pouvait soumettre son débiteur à sa puissance. Donc si à l'échéance, le débiteur ne peut pas rembourser, il est soumis personnellement à son créancier. Donc on pense, là je parle sous caution des romanistes, que le créancier pouvait par exemple l'emprisonner dans sa prison privée, puisqu'à Rome, chaque maison possède sa prison privée. Donc le maître de la domus a aussi sa prison. Mais le plus souvent, parce qu'il fallait bien en tirer bénéfice, il pouvait le réduire en esclavage. Donc il pouvait être condamné à travailler pour les créanciers comme esclave, à être à son service. Ou il pouvait aussi être vendu, une fois esclave, le créancier pouvait le vendre pour récupérer son argent.
Certains estiment même que les créanciers avaient un droit de mort sur son débiteur. Donc le débiteur qui ne parvient pas à rembourser sa dette, et certains racontent qu'il est tout à fait possible que le créancier, surtout quand il y avait plusieurs créanciers, en fait, quelqu'un devait l'argent envers plusieurs personnes, il est nexie. Bon, s'il ne rembourse pas, les créanciers pouvaient le découper en morceaux, symboliquement, comme ça, et récupérer chacun un morceau du débiteur. Ça servait à rien, bien sûr, mais c'était une forme de punition pour ne pas avoir remboursé sa dette. Bon, cette situation va poser évidemment de graves problèmes, puisque les nexies couraient le risque, en tout cas, d'être réduits à l'esclavage. Et une des conséquences de cette obligation archaïque, c'est que l'engagement est toujours personnel, dans cette période ancienne. On ne peut pas devenir créancier ou débiteur par représentation. Donc ça veut dire deux choses. La mort du créancier ou la mort du débiteur va éteindre l'obligation, automatiquement éteindre l'obligation. La mort du créancier ou la mort du débiteur éteindra automatiquement l'obligation. L'obligation ne se transmettra pas, notamment aux héritiers. C'est vraiment un lien personnel. Donc on va voir au fil des siècles, au fil du temps, l'obligation va peu à peu devenir un simple droit de créance dont le débiteur ne répondra plus sur son corps, sur sa personne physique, mais sur son patrimoine. Paragraphe 2. Paragraphe 2. Du lien concret au lien de droit. Du lien concret au lien de droit. Puisque vous vous souvenez, au début de ce cours, on a présenté l'obligation, le premier mot qui arrive toujours après obligation, c'est un lien de droit. L'obligation est un lien de droit. Donc comment on passe de ce nexi, de cet engagement purement physique sur sa personne, à un lien de droit qui est plus abstrait, plus détaché. Donc il y a eu plusieurs facteurs. D'abord, en moins 326, donc on est toujours dans cette période archaïque, moins 326, on a une loi. Alors je l'écris d'abord, je vous le dis après, parce que je suis monotâche. La loi Poetelia Papiria, donc adoptée en 326. On a dit il y a peu de lois en Rome, donc ça fait partie des grandes lois de la République romaine. Et pour simplifier, elle supprime l'esclavage pour dette. Donc par cette loi, les nexis qui ont été faits prisonniers par leurs créanciers, en raison d'un prêt, ils se sont engagés à rembourser un prêt, ils n'ont pas réussi. Le créancier les réduit en esclavage, les met en prison privée, bien sûr. Ces nexis étaient automatiquement libérés s'ils juraient qu'ils étaient dans l'incapacité financière de rembourser leurs créanciers. Et dans le même temps, la loi interdit pour le futur, donc elle règle la question des nexis passés, et elle interdit pour le futur de donner son corps en gage pour garantir le remboursement d'un prêt. On ne peut plus s'engager ainsi, c'est terminé. On ne peut plus s'engager sur sa personne physique pour obtenir un prêt. Le débiteur ne pourra s'engager que sur ses biens. Pour l'avenir, le débiteur ne pourra s'engager que sur ses biens. Alors il y a des conséquences. Cette loi, d'abord, elle rend le nexum beaucoup moins efficace pour les créanciers, c'est moins intéressant pour eux. Donc le nexum est moins efficace pour les créanciers. Ils vont hésiter à prêter une somme importante d'argent parce que, effectivement, si le patrimoine
du Nexi est faible, il ne pourra pas se payer sur sa mise en esclavage. Alors cette loi, elle se justifie aussi parce qu'au 5e et au 4e siècle, avant notre ère, 5e, 4e siècle avant notre ère, Rome connaît de graves crises sociales. Et de très nombreux plébéiens, la plèbe, le petit peuple romain, de très nombreux plébéiens se retrouvent dans la situation de Nexi. Et ils ne peuvent pas rembourser les dettes qu'ils ont contractées auprès des patriciens. Or, là encore, à la même époque, Rome est en guerre. Vous me direz, Rome est toujours en guerre. Là, c'est une guerre difficile. Une guerre contre les Samnites. C'est un peuple latin des montagnes italiennes. Donc cette guerre est difficile et même les Romains ont subi une défaite humiliante lors de la bataille des Fourches Codines. L'expression est restée. Bon, je ne vous demande pas de retenir la date de la bataille des Fourches Codines. Cette expression passée devant les Fourches Codines est une expression qui est restée. C'est un moment d'humiliation, un moment difficile à passer. Bon bref, Rome a besoin plus que jamais du soutien de la plèbe, parce que la plèbe, c'est l'essentiel du contingent, c'est l'essentiel des troupes. Or, les plébéiens, non seulement ils forment le contingent, la chair à canon, enfin il n'y a pas de canon à l'époque, mais en plus ils subissent dans leur vie civile ce nexum, ils sont très nombreux à être réduits en esclavage parce qu'ils ne peuvent pas rembourser leurs dettes. Donc cette loi, c'est une façon de leur garantir, offrir une paix sociale et de leur donner des garanties supplémentaires. Et ça va transformer l'idée d'une obligation. On arrête de s'engager sur sa personne physique, on s'engage désormais à l'avenir sur son patrimoine. Autre point qui va transformer, faire évoluer cette notion d'obligation, qui est quand même très basique à l'origine, très, très physique, Rome, sous la République, devient une cité conquérante. C'est pas encore l'Empire, mais Rome est une cité conquérante. Et en rencontrant les autres civilisations, en développant des liens commerciaux, des traités politiques avec elles, la vie des affaires, notamment, ça passe en partie par les affaires, va être transformée. La vie des affaires va être transformée. Et avec elle, la conception romaine de l'obligation aussi va changer, va évoluer. Les juristes sont derrière, ils regardent ce que font les Grecs, ils s'inspirent de certains concepts. Donc vont apparaître de nouveaux contrats, qui sont au cœur du droit des obligations, donc vont apparaître de nouveaux contrats. Les Romains vont même aller jusqu'à reconnaître des engagements consensuels, donc formés sur le seul consentement. Donc ils vont reconnaître la validité, on va le voir, de certains engagements qui se forment par le seul échange des consentements. Et donc bien sûr, dans le cas d'une société beaucoup plus complexe, le nombre d'engagements et de contrats va se multiplier. Les juristes, les prêteurs vont participer à rendre ce droit toujours plus sophistiqué. Les juristes et les prêteurs vont rendre ce droit toujours plus sophistiqué. Et finalement, à l'époque classique, l'obligation est reconnue clairement comme un droit de créance. Un droit de créance dont le débiteur ne répondra plus sur son corps physique. Le débiteur ne répondra plus sur son corps physique de cette obligation, de ce droit de créance, mais sur son patrimoine. Donc, autre conséquence, la créance, c'est une valeur patrimoniale, elle peut donc désormais se transmettre. Elle peut donc se transmettre, on l'a vu, c'était pas le cas avant, si le créancier mourait, l'obligation disparaissait. Bien sûr, si le nexi mourait, même chose, l'obligation disparaît, elle n'est pas transmise à ses descendants, par exemple. Donc l'obligation, là vous pouvez bien le noter, l'obligation, ça devient alors un élément du patrimoine du créancier, élément du patrimoine du créancier qui s'exerce sur le patrimoine de son débiteur. Et Gaius, au IIe siècle, nous dira que l'obligation, c'est une chose incorporelle.
vous voyez, on est passé de ces liens de fer, hein, ces liens très très physiques, très concrets, à quelque chose de tout à fait incorporel, purement juridique et abstrait, qui touche uniquement des patrimoines. Donc, pour terminer, dernière phrase. À l'époque classique, l'obligation devient un lien entre deux droits. Alors on met une couche, hein, mais c'est pour que ce soit bien clair, un lien entre deux droits. Donc un lien abstrait entre un droit de créance dans le patrimoine du créancier et une dette dans le patrimoine du débiteur. Et aujourd'hui, on en est toujours, grosso modo, à cette même définition. Et on a les éléments de base de notre obligation actuelle. Alors pour l'instant, tout ça, j'en ai conscience, hein, c'est très abstrait, mais bon, vous voyez déjà comment on passe d'un lien concret à un lien juridique abstrait. Maintenant, on va voir en deux parties, en fait. Pour une fois, je fais un plan presque juridique. Partie 1, les obligations délictuelles, et ensuite on verra les obligations contractuelles. Partie 1, première partie, comme vous voulez, les obligations délictuelles. On va juste commencer la définition et après je laisse partir. Alors, on commence par elles, ce sont les plus simples, on verra dans le mécanisme juridique. Donc je vous donne la définition qu'on trouve dans Jean-François Brégy. Les obligations délictuelles sont celles dont l'origine provient de l'accomplissement d'un fait illicite ou dommageable. Les obligations délictuelles sont celles dont l'origine provient de l'accomplissement d'un fait illicite ou dommageable, à la suite duquel le débiteur se trouve tenu envers son créancier d'une réparation personnelle qui prend le plus souvent la forme d'une somme d'argent. Cette réparation personnelle prend le plus souvent la forme d'une somme d'argent. Donc, dernière phrase. Dans l'obligation délictuelle, ni le débiteur, ni le créancier n'ont eu pour objectif, n'ont eu la volonté de créer ce lien d'obligation, c'est-à-dire de devenir débiteur ou créancier. Il n'y a pas d'acte de volonté à l'origine de la création de ce lien d'obligation. L'obligation délictuelle est née d'un fait et d'une volonté externe, celle du législateur, celle de la loi. Et c'est bien la loi qui va reconnaître au créancier son statut de créancier. Donc c'est la loi qui va reconnaître au créancier son statut de créancier, qui va imposer au débiteur une réparation. Enfin, vraiment, dernière phrase. À Rome, comme ça on aura fini cette petite intro, à Rome, les délits, puisqu'on parle d'obligations délictuelles, donc on va parler des délits, à Rome, les délits se divisent en délits publics et en délits privés, selon qu'ils sont sanctionnés par une peine publique ou par une peine privée. La peine publique, elle est infligée par l'État, par la cité romaine, tandis que la peine privée, c'est celle que le créancier lésé, la personne lésée, le créancier, peut poursuivre dans le cadre judiciaire. Et donc là, on retrouve bien sûr un mot. Ces délits ou peines publiques, elles appartiennent au droit criminel, elles intéressent toute la cité, des affaires graves, tandis que les délits privés sont du ressort du droit civil. Bon, on détaillera ça la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne journée.